L'invité de ITélé ce soir, c'est Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de FO. On va faire le point avec vous sur la mobilisation contre le projet de loi de Myriam El Khomri. D'abord, les mobilisations dans la rue. Est-ce que FO appelle bien aux deux manifestations, celle du 9 mars avec la jeunesse et les enseignants, et celle du 31 mars? On apporte un soutien FO et d'autres organisations. D'ailleurs, mobilisations qui auront lieu le 9 mars. C'est une grosse journée de grève et de manifestation à l'appel de 4 organisations de salariés, dont Force ouvrière, la CGT, la FSU Solidaire, l'UNEF, les étudiants et 2 organisations lycéennes pour le 31 mars. Alors pourquoi ces deux dates? À la fois parce qu'on ne va pas régler le problème en une journée, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut, je l'ai dit depuis plusieurs jours, comme le gouvernement ne veut pas suspendre son projet de loi et remettre tout à plat, qui se donne un délai de 15 jours qui est nettement insuffisant, il faut nous-mêmes qu'on accentue la pression. Donc on va accentuer la pression tout le mois de mars. C'est ce que vous allez dire à Myriam El Khomri, que vous voyez demain? Bien sûr, c'est ce que je lui dirai demain. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce projet de loi, il y a 2 choses. Il y a une philosophie ou une démarche générale, qui est une démarche de déréglementation, qui rompt avec la façon dont on négocie dans notre pays. On renvoie quasiment tout au niveau de l'entreprise, donc beaucoup moins de garanties pour les salariés. Et il y a toute une série de dispositions nombreuses, que ce soit sur la durée du travail, les astreintes, le temps partiel, les congés, etc., qui sont des remises en cause de droits pour les salariés. Donc si l'on veut discuter sérieusement avec le gouvernement, il faut qu'il accepte de tout mettre sur la table, et non pas de dire on va sur un coin de table, on va modifier 3 ou 4 choses. Pourquoi est-ce que FO ne fait pas de contre-propositions? Il y a 5 syndicats ce matin qui ont signé un texte justement pour faire des contre-propositions à Myriam El Khomri. Il n'y a rien à garder dans ce texte? Non, tout mais est acheté. Ces organisations, c'est leur droit, ces organisations considèrent qu'il y a 3 ou 4 problèmes uniquement dans le texte. Ça veut dire que, à la même manière, elles acceptent le reste du texte, notamment de transformer le mode de négociation dans notre pays. Nous ne l'acceptons pas. Donc si l'on veut rediscuter, il faut tout rediscuter, y compris c'est quoi le droit du travail? Est-ce que c'est plus de flexibilité et de sécurité pour les employeurs, mais c'est aussi plus de sécurité pour les salariés. Et là, non seulement c'est pas déséquilibré, c'est plus que déséquilibré. C'est une remise en cause complète. C'est parce que dit évidemment le gouvernement et Myriam El Khomri en premier, qui dit qu'au contraire, ça assure la sécurité des salariés et ça lutte contre la précarité. Écoutez, je vais lui démontrer demain à la ministre du Travail, pardonnez-moi, qu'elle se plante, parce qu'il y a toute une série de dispositions qui sont effectivement des remises en cause. Je peux donner un exemple sur le temps partiel, par exemple. Vous savez que normalement, on ne doit pas faire de temps partiel, en théorie, en dessous de 24 heures. Et bien là, indirectement, à travers des groupements d'employeurs, on va introduire le temps partiel dans les groupements d'employeurs, ce qui n'est pas possible jusque maintenant, pour contourner les 24 heures. Voilà, c'est une disposition parmi d'autres. On ne l'a pas vu tout de suite d'ailleurs, cette disposition. Il a fallu qu'on travaille le texte pour le voir. Mais il y en a comme ça un bon paquet de dispositions qui remettent en cause ou fragilisent les droits des salariés. Par exemple, pourquoi ne pas faire d'autres propositions sur le périmètre du licenciement économique? Certains syndicats disent qu'il faut redéfinir complètement ce périmètre. Vous, non? Mais si, mais bien entendu, mais... Si vous avez 40 problèmes, je dis un chiffre au hasard, et que vous vous dites il y en a 3 qui ne nous conviennent pas, ça veut dire que les 37 autres conviennent. Nous, on a à la fois des problèmes sur 40 points, si je prends le chiffre de 40, et une démarche générale de la loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas discuter en 15 jours. Il faut que le gouvernement, pour le moment ce n'est pas le cas, accepte de dire ok, allez, on se calme, tout le monde va discuter, on arrête les dates, on suspend le calendrier et on discute. À partir de là, on peut discuter sur le fond et sur les différents éléments. Mais ça ne se règle pas, c'est impossible de régler ça en 15 jours. Alors comme le gouvernement n'est pas dans cette hypothèse-là, à ce moment-là, quelle est la solution qu'il reste? C'est de mobiliser et que les mobilisations marchent. Le gouvernement semble privilégier la négociation avec la CFDT. Oui. Est-ce que votre homologue de la CFDT, Laurent Berger, le véritable ministre du Travail? Écoutez, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est certains de vos confrères, j'en ai au moins vu 2 qui le disent ou qui le souhaitent. Alors c'est leur responsabilité. Écoutez, on peut discuter avec un gouvernement. Tout à l'heure, au Salon de l'Agriculture, puisque nous avons un stand, j'ai croisé comme par hasard M. Macron. Bon, on n'a pas beaucoup discuté, il y avait du monde, mais connaît ma position, etc. Mais c'est pas ça, c'est le travail en coulisses, d'une certaine manière, où vous préparez des textes, etc. Bon, après, chacun ses responsabilités et chacun sa conception du syndicalisme. Lundi, vous serez également reçu par Manuel Valls. Oui. Vous lui direz, niet, il n'y a rien à négocier, on remet tout. Je vais lui expliquer la démarche, si le Premier ministre ne l'a pas bien compris, la démarche du projet de loi. Tel que on le constate, tel que c'est dénoncé pas simplement par des organisations syndicales. Vous avez de plus en plus de juristes qui disent ça n'est pas possible. C'est la démarche globale qu'il faut remettre en cause. Et plus ça monte, plus il y a de contestations, y compris de spécialistes du droit du travail et même des profs de droit du travail qui disent qu'il faut faire autre chose, qui eux font des propositions sur la durée du travail. Donc quand on a un débat de ce type, la sagesse d'une certaine manière, c'est de dire ok, on arrête, on discute et on verra ça plus tard, au moment où on arrivera à trouver des accords.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent d'archaïsme, qui disent que les syndicats bloquent toujours toute réforme économique et qu'il y a urgence à lutter contre le chômage? Oui, mais attendez, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on nous traite d'archaïque. Moi, je veux bien le débat entre les anciens et les modernes, ça peut durer longtemps. En général, on dit ça quand on ne sait pas quoi dire. Bon, maintenant, lutter contre le chômage, bien sûr que c'est une priorité. Mais si je regarde la ligne d'économie générale qui est menée depuis plusieurs années, qui est une ligne libérale au sens économique, on voit les résultats en termes de chômage. Donc, il y a un vrai problème en termes de politique économique au niveau national, de la même manière qu'il y a un problème de politique globale au niveau européen. Je rappellerai simplement que le crédit d'impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité, sur 3 ans, ça fait 100 milliards d'euros pour les entreprises. Les 3 ans cumulés. Vous vous rappelez le PINS de M. Gattaz, 100 milliards à million. 100 milliards, ils les ont, le million, on ne l'a pas vu. Comme on l'a dit depuis le début. Donc, quand ça ne marche pas, il faut savoir changer son fusil d'épaule, y compris en termes de politique économique, si l'on veut effectivement inverser la courbe du chômage. Ce ne sera pas le cas. Manuel Valls va maintenir son cap. Est-ce qu'il est fragilisé à la tête du gouvernement? C'est son problème, ça. Moi, après, vous savez, quand vous préparez une loi de ce type sur le travail, le minimum, c'est au préalable de consulter. Si vous voulez que ça se passe bien, vous avez intérêt à consulter. Il n'y a eu aucune consultation au préalable? Si, il y en a eu, mais pas sur l'intégralité du texte. On a été reçus sur 5-6 points, on en parlait, mais on a eu le texte en même temps que les journalistes. Le texte final, on l'a eu en même temps que les médias. Donc c'est là qu'on a découvert toute une série de points. Le dialogue social, c'est pas simplement sur une partie du texte. Sur le travail, il y a même une obligation, normalement, de consulter obligatoirement les syndicats et le patronat pour toute loi qui concerne le droit du travail. Ça n'a pas été le cas en tous les cas. Comment vous expliquez une telle maladresse? Écoutez, parfois c'est ceux qui prônent le plus le dialogue social qui n'en font pas. Et il y a une tendance, qu'on le veuille ou non, en France comme ailleurs, quand on pratique le libéralisme économique, à être un peu autoritaire sur le plan social. Donc on veut passer, parfois on a même entendu, ça n'a plus l'air d'être à la mode aujourd'hui, mais au 49.3, voilà, c'est bien un signe que quand on parle de dialogue social et qu'on envisage le 49.3, il y a quand même une contradiction. Les organisations syndicales vont se revoir le 18 mars prochain. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'arriver à une position commune ou pas du tout? Écoutez, je ne sais pas. Pour le moment, on n'est pas dans une position commune. Il y a deux façons de concevoir à la fois la conception du syndicalisme et le rôle des organisations syndicales, y compris dans un débat comme celui-là. Il y a ceux qui sont insatisfaits sur certains points, mais contents sur le reste, et nous qui sommes insatisfaits sur l'ensemble du... Je vais prendre un exemple. Beaucoup disent, oui, mais le CPA. Attendez, le CPA, nous avons négocié avec le patronat. Compte personnel d'activité. On a négocié avec le patronat. Nous, on est prêt à signer un texte pour le secteur privé. Si le gouvernement, demain, modifie sur le CPA, il rajoute des choses qu'on n'a pas négociées, c'est clair, on est prêt à retirer notre signature. C'est pareil, on ne peut pas dire négocier, après ne pas tenir compte de ce qu'on fait. La mobilisation sera le 9 et le 31 mars. 31 mars avec des appels à débrayer aussi. Oui, avec et des appels au privé, au secteur privé? Privé et public, les deux. Parce qu'il faut que les fonctionnaires comprennent bien, même s'ils ne sont pas là directement visés par le texte, si on décentralise la négociation collective dans le privé vers l'entreprise, qu'on remet en cause les conventions collectives nationales, demain dans la fonction publique, on remettra en cause les statuts nationaux et on discutera dans l'établissement. C'est la même chose. Donc on appellera dans le public et dans le privé. Merci beaucoup Jean-Claude Mayou d'être venu ce soir sur iTélé.